Allez, donc tu me l'as fait naturel, hein, tu me l'as fait nickel, c'est bon? Allez, 1, 2, 3. Non, stop, ça va pas. Ça va pas, je te sens, t'es crispé. Sois pas crispé, naturel, tranquille. Tu dis salut la team, vous allez bien? Eh bien moi ça va très bien. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu et à partager au maximum. Tu vois, naturel, sans pression, d'accord? Allez, tu me l'as fait un peu mieux. 1, 2, 3. Non, laisse tomber. Écoute, on va la refaire après. Détends-toi tranquille. Donc, écoute ce que je vais dire. Je vais parler d'un gars. Prends des conseils, prends des notes et tu verras, ça ira mieux. D'accord? On repasse après. What's up la team? Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très bien. Donc, ça y est, deuxième vidéo de la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour les retours de la première vidéo, pour les partages, les likes, etc. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler cinéma, mais plus précisément d'un réalisateur que j'aime beaucoup, que je regarde énormément. Un barjo, mais vraiment un barjo du cinoche. Mais franchement, plus fou que ce réalisateur, je pense qu'il n'y a pas. C'est bien évidemment Quentin Tarantino, messieurs, dames. Donc, qui est Quentin Tarantino? Quels sont les films qu'il a pu faire? Les films qui l'ont fait connaître et évidemment des anecdotes croustillantes sur ses tournages parce que je peux vous dire qu'il y a du costaud. Donc c'est parti la team, on en parle. Tarantino, né le 27 mars 1963 à Knoxville dans le Tennessee. Donc Quentin prendra quelques cours d'art dramatique, fera un peu d'études, mais c'est pas vraiment ce qu'il kiffe, c'est pas ce qui le passionne. Lui c'est le cinéma, voilà, c'est la toile. Donc il veut être au plus proche, du coup, il fera un petit job dans un cinéma pour adultes, en tant qu'ouvreur de porte, appelé le Pussycat. Mais c'est vraiment dans un vidéoclub en Californie que son métier et sa passion verra le jour. Donc de 1983 à 1989, il sera dans ce petit vidéoclub, il fera la rencontre de Roger Avary. Ensemble, les deux potes vont bosser sur des petits scénars, mais vraiment léger, genre Pulp Fiction, Reservoir Dogs, True Romance, etc. Non, ça on y reviendra plus tard. Et donc, Quentin se démarquera d'entrée avec son style ultra violent. Il adore quand ça frappe fort, le sang. Il adore placer des petites références de films cultes, de films classiques du cinéma dans ses propres films. Et du coup, voilà, c'est dans ce vidéoclub qu'il va commencer à écrire ses premiers scénarios et que son apprentissage commencera. Lui, de ne pas avoir fait d'études, il s'en fout. Sa patte, il la connaît et il va la montrer à tout le monde. Et le début d'une longue carrière commence dans ce vidéoclub. Il va bosser et écrire 2 scénarios, True Romance et Natural Born Killer. Faut vraiment que je travaille sur cet anglais parce que cet accent, c'est une catastrophe, mais vraiment. Du coup, bref, il va travailler sur ces 2 scénars dans le vidéoclub. Il a envie de réaliser, il a envie de produire ces 2 films. Malheureusement, il n'a pas d'oseille. Quentin, il vient de commencer. Il n'a pas un copec sur le compte. Donc, ce qu'il va faire, c'est il va quitter le vidéoclub pour entrer dans une boîte de production appelée Cinétel. Très bonne initiative pour lui, puisque dans sa petite valise, il va emporter le scénario de True Romance, qu'il va présenter à Tony Scott. Oui, pas le petit réalisateur du coin, le frère cadet de Ridley Scott. Il a été malin, Quentin, sur ce coup-là. Donc, il va lui présenter le script. Tony Scott va accrocher de suite. Donc, au passage, quand même, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Tony Scott, c'est quand même Man on Fire, L'attaque du métro 123, USS Alabama ou encore Déjà Vu. Donc, c'est du lourd. Hein, il a quand même un sacré palmarès, le gars. Donc, il va lui présenter le script. Tony va accrocher direct et va le réaliser. Donc le film est un succès, Tony Scott pète les records avec True Romance. Et du coup, ça y est, Quentin a l'argent, enfin, le pactole pour réaliser le film de ses rêves. Vraiment produire et réaliser le film qu'il a envie et qu'il pense depuis un bon moment, Reservoir Dogs. Mais quelle dinguerie ce film, mais franchement, si vous n'avez pas vu ce film, vous allez le voir direct après là. Mais quel gratin qu'on a sur ce film. Harvey Keitel, Michael Madsen, Chris Penn, Tim Roth, Steve Buscemi ou encore Tarantino lui-même. Franchement, là, c'est les Galactiques. Honnêtement, c'est les Galactiques pour tourner un film. Il faut ces acteurs. Donc, Quentin Tarantino avec ce film, séduira énormément le public au Sundance Festival Cinéma en 1992. Donc c'est pas un huis clos, même si beaucoup du film est tourné dans un entrepôt, c'est pas un huis clos. Il s'est inspiré pour réaliser Reservoir Dogs du coup
de l'Ultime Razzia de Stanley Kubrick ou Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Donc voilà, franchement, la team, c'est une folie. Le film, il faut que vous alliez le voir. Le film indépendant contribuera à faire de Tarantino le personnage le plus populaire d'Hollywood à ce moment-là. Vraiment, tout le monde dira, t'as vu ce film-là de Tarantino là? Quentin Tarantino, là, la grosse folie, là, il y a du sang partout, ça pète, c'est n'importe quoi, tout. Non, j'ai pas vu. Mais si, franchement, on va le voir, tu vois, tout le monde en parle à Hollywood. Genre vraiment, c'est la folie, ça y est, tout le monde commence à connaître Quentin Tarantino. Mais malheureusement, ouais, quand même, il y a un petit hic, hein, c'est obligé. C'est son premier vrai grand film, en indépendant en plus, donc il n'aura pas le résultat espéré, tant attendu. C'est, du moins aux USA, c'est pas The Boom. Mais il se vendra très bien à l'étranger, au vidéoclub, etc. dans d'autres pays. On connaîtra Reservoir Dogs, donc vraiment, ça y est, la carrière commence quand même à se lancer pour lui. Et là, la team, mais... ah non, mais là, là, je pense que là, je vous propose qu'on monte d'un niveau, genre vraiment. Tu vois, hop, upgrade, vraiment. Mais c'est... Là, on va parler de Pulp Fiction. Donc franchement... Si vous n'avez pas vu ce film, c'est une erreur de votre part dans votre vie, c'est de ne pas avoir vu ce film. Non, franchement, c'est... Genre, là, c'est une obligation. Après cette vidéo, si vous n'avez pas vu ce film, mais c'est une priorité. Ça passe devant Reservoir Dogs, mais vraiment, allez voir ce film, vraiment, c'est obligé. Donc là, en fait, Quentin Tarantino, je pense qu'à cette époque-là, c'est le premier qui fait ça. Donc pour faire bref, c'est chaque personnage a son histoire à lui. C'est mélangé, il n'y a pas d'ordre chronologique et en fait ces personnages se croisent à des moments alors que chacun a son histoire, mais c'est une pure folie quoi. C'est plus là le gratin, c'est même plus les galactiques là, tu gagnes 50 fois la Ligue des Champions là. C'est Harvey Keitel, Tim Roth, Tarantino lui-même encore, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, John Travolta. Enfin c'est de la bombe. Donc là, vraiment, il est passé dans une autre dimension avec ce film. Là, on va connaître Tarantino. Là, c'est vraiment... Les gens vont se dire, ok, c'est bon, je vois qui c'est ce mec. Ouais, c'est un monstre, hein. C'est un barjo, mais c'est un monstre. Clairement, donc, bourré de références sur la pop culture, sur des films classiques. Vraiment, il mélange un truc de malade. Et là, on va savoir qui c'est, quoi. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut savoir sur Quentin Tarantino, c'est qu'en fait, il a sa bande d'acteurs et il ne la change pas. Donc c'est pour ça que souvent les noms reviennent et on se dit « Ah mais lui, je l'ai déjà vu ». Il a trouvé son vivier d'acteurs et ça bouge pas quoi, parce que c'est des mecs, ils tiennent des dialogues de fou, ils ont un charisme mais laisse tomber. Donc ils te rendent le film mais encore plus joli que quand il est écrit quoi. Enfin, c'est de la bombe, il s'improvise tout le temps. Voilà, faut savoir que Tarantino, c'est de l'indépendant, c'est sa bande d'acteurs qui ne change pas, c'est ses potes, il les prendra pour les films d'après, c'est vraiment une tuerie. Donc Pulp Fiction sera le plus gros succès en tant que film indépendant au box-office aux États-Unis. 108 millions, plus de 108 millions de dollars. Donc vraiment, personne n'avait vu ça à cette époque-là, et même je pense, après, je crois que ça s'est pas fait. Pour un indépendant, c'est genre, c'est du jamais vu quoi. Donc Pulp Fiction, le film de gangster ultra violent, remportera la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes, logiquement, aura 7 nominations au Festival de Cannes et aura aussi le prix du meilleur scénario original. Donc un succès logique, fracassant, qu'il partagera évidemment avec Roger Avary, donc oui, son pote avec qui il a bossé au vidéoclub au tout début de sa carrière, vraiment avant de commencer ce métier de réalisateur. Donc succès logique et une merveille. Alors la team, du coup, il est temps de passer aux anecdotes parce que maintenant on connaît le personnage, on connaît un peu son style et son univers. Il est temps de passer aux anecdotes croustillantes de tournage parce que moi je peux vous dire que lui, c'est un barjo et des anecdotes croustillantes, il y en a un paquet sur ses films. Déjà pour commencer, avant de faire les anecdotes, il faut savoir que Quentin Tarantino, dans beaucoup de ses films, il ne mettait pas de chronologie, c'était un peu dans le désordre, tout ça, c'était un peu sa patte, on le reconnaissait à ça. Et puis il aimait beaucoup mettre des flashbacks, tout ça. Donc vraiment, Quentin Tarantino a commencé à se démarquer avec ce style. Mais du coup, pour commencer les anecdotes, quoi de mieux que de commencer par son premier film, sa première réalisation, Reservoir Dogs. Donc il faut savoir sur Reservoir Dogs, pour la première anecdote, que les acteurs venaient avec leurs propres vêtements, leurs propres habits. Ouais, parce qu'en fait,
le budget il était un peu mince, il n'avait pas beaucoup d'argent. Pour rappel, il avait pour seul budget la vente du script de True Romance qu'il avait vendu à Tony Scott, comme on disait tout à l'heure. Il est arrivé avec ce script à Cinetel, il a vendu ce script à Tony Scott. Donc il avait que pour argent la vente et le succès du film. Donc voilà, c'était pas fou comme budget. Du coup, ils sont venus avec leurs propres vêtements pour commencer. Donc il leur a dit les gars, vous prenez vos meilleurs costards et puis vous venez tourner le film. Donc ça c'est pour la première anecdote. Et il faut savoir aussi, je vous disais qu'il était tourné dans un entrepôt pour la plupart du temps. C'était pas huis clos mais beaucoup dans l'entrepôt. Donc il a été tourné dans ce fameux entrepôt en seulement 35 jours. Donc pour ce film quand même, déjà là aussi il avait marqué le coup. Ça a été un tournage assez rapide. Passons maintenant à Pulp Fiction parce que là aussi 2 anecdotes assez sympas. Donc pour ceux qui ont vu le film et ceux qui ne l'ont pas vu et vous avez intérêt d'aller le voir, si vous avez bien remarqué, quand Vincent Vega s'en va aux toilettes, il se passe toujours quelque chose de surprenant, voire de très grave. Donc Vincent Vega incarné par John Travolta. Donc ça commence dès le début du film, quand il va chez Mia. Il va aux toilettes et dès qu'il ressort, Mia est en train de faire une overdose par terre complètement défoncée. Donc première chose surprenante. Deuxième chose, la deuxième fois où ça lui arrive, c'est quand ils sont au restaurant donc avec Jules, incarné par Samuel L. Jackson. Vincent lui dit écoute, je vais aux toilettes, je reviens. Et quand il revient, le restaurant est en train de se faire braquer par Tim Roth du coup et sa compagne. Samuel L. Jackson a un flingue braqué sur lui. Donc ça fait 2 fois. Et pour la troisième, c'est quand John Travolta, Vincent Vega rentre chez lui. Il va aux toilettes et là, pendant qu'il est aux toilettes, Bruce Willis est en train de le cambrioler, voilà, tout simplement. Donc ça fait 3 fois, donc je pense que c'est des petits détails, mais c'est drôle, c'est sympa, que Tarantino aime beaucoup faire et on le retrouve souvent dans ses films. Et la deuxième anecdote du coup sur Pulp Fiction, donc quand Vincent et Mia, donc Mia incarnée par Uma Thurman, sont au restaurant, le serveur qui vient prendre leur commande n'est autre que Steve Buscemi, donc incarné le personnage de Monsieur Pink dans Reservoir Dogs. Encore un clin d'œil du coup à son précédent film et toujours mettre sa petite bande d'acteurs dans ses films, c'est ce qu'adore faire Tarantino. Et au fond du restaurant, on peut apercevoir aussi un autre serveur déguisé en Zorro. Lui, ce n'est autre que Lawrence Bender, le producteur attitré de Quentin Tarantino. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est truffé de détails comme ça dans les films de Tarantino et c'est ça que j'adore et qu'on adore tous, je pense. Allez, passons à Kill Bill parce que là, il y a des anecdotes. Vous allez vous dire, mais il est fou ce mec, il est taré, il n'y a que lui qui fait ça à Hollywood, c'est pas possible, c'est un barjo complet. Donc pour Kill Bill, ils ont utilisé 1700 litres de faux sang. Donc on sait qu'on reconnaît en général la patte Tarantino due au sang parce que ça éclabousse de partout dans ses films, il adore ça. Et donc ils ont utilisé 1700 litres de faux sang et comme méthode, ils prenaient des préservatifs qui remplissaient de faux sang et qui faisaient des petites bombes comme nous, comme on faisait des bombes à eau quand on était petit. Lui il prenait des préservatifs, du faux sang et c'est avec ça qu'il faisait donc ces scènes. Donc déjà c'est énorme. Et seconde anecdote, Uma Thurman, et là elle est un peu dangereuse quand même cette anecdote, elle est un peu tendue, c'est qu'elle a failli mourir durant le tournage. Du moins elle a eu un accident très grave. Donc dans une scène où en fait elle part en course-poursuite en voiture, donc je ne me rappelle plus la marque de la voiture exactement, elle roule vraiment vite et du coup il faut savoir Tarantino adore pousser les choses au réel mais vraiment des fois dans l'abus excessivement. Et elle prend un arbre, elle percute un arbre mais tellement fort qu'elle se prend le volant dans la tête. Il y a vraiment sa nuque qui elle se démonte. Franchement, vous pouvez trouver la vidéo, elle se démonte. Donc là, elle a dit qu'elle a voulu arrêter le tournage et tout parce que c'était quand même poussé à l'extrême. Donc c'est quand même un barjo, faut se dire qu'il est quand même barjo ce mec. Mais évidemment, c'est pas fini puisque c'est Quentin Tarantino et il est fou complet. Donc c'est le détail poussé à l'extrême. Il est vraiment pointilleux, donc déjà tous les acteurs, il a dit à toute son équipe de tournage, vous allez vous remettre au sport, je veux un cardio irréprochable, une condition physique irréprochable. Donc ils ont dû faire muscu, cardio, vraiment il a endossé le rôle de coach sportif, il a foutu toute son équipe au sport pour que pendant les chorés, il soit vraiment dans une bonne condition physique parce qu'il voulait que ça soit réel et joli à regarder. Donc déjà ça, il faut savoir du coup que Béatrix dans le film, elle fait des arts martiaux, elle a un sabre et tout. Donc
Il a dit à toute son équipe, vous allez apprendre le maniement du sabre. Je veux que tout le monde connaisse au moins les prémices du maniement de sabre, des arts martiaux, tout ça. Donc, toute son équipe de tournage s'est mise à faire des combats et tout ça. C'est vraiment des anecdotes que j'adore chez Tarantino, c'est qu'il pousse tout à l'extrême et c'est vraiment superbe. Donc voilà, et ensuite, pour la dernière anecdote aussi, enfin l'avant-dernière, mais la plus ouf, c'est qu'il est barjo. Il leur a fait tous apprendre le mandarin. Voilà, il a dit on va pas repartir de ce tournage en étant bête quoi. Donc tous vous allez vous mettre au mandarin. C'est juste exceptionnel quoi. Enfin le mec il est taré. Franchement tu dois avoir une boule au ventre quand tu vas faire un tournage pour lui, pour Quentin Tarantino. Franchement tu dois dire bah est-ce que je vais devoir faire encore. C'est un truc de fou. Passons aux 8 salopards. Un huis clos magnifiquement réalisé par Quentin Tarantino. Donc là aussi, des anecdotes croustillantes. Donc, le personnage Jason Leight interprète dans le film une chanson avec une vieille guitare. Mais malheureusement, la tuilasse même, c'est que Kurt Russell, en fait, dans le film, passe à côté d'elle et lui fracasse la guitare par terre. Il la prend, il explose la guitare. Mais la petite tuile, c'est que la guitare datait de 1870, c'était une guitare de collection gentiment prêtée en plus par Martin & Co, les luthiers engagés par l'équipe de Quentin Tarantino. Donc en fait, au moment où Kurt Russell explose littéralement la guitare au sol, on a droit à une réaction réelle et prise instantanément, donc une vraie réaction de Jason Leight qui est outré du genre « Oh non, c'est pas possible ». En mode, il a éclaté une guitare de collection. Et du coup, ça, Quentin l'a gardé parce qu'il a dit là au moins, on voit ton vrai visage, comme quoi t'es dégoûté. Donc franchement, on rigole, mais je me dis, les luthiers, ils ont prêté cette guitare. Mais ils devaient être, mais les pauvres, en fait, elle devait être remplacée, ils le savaient pas. Et Kurt Russell l'a explosé par terre, normal quoi. C'est juste fou. Inglourious Basterds. Alors, là aussi, une réalisation magnifique, voilà, sur l'époque de la Seconde Guerre mondiale, sur les nazis et tout ça. Donc, il faut savoir que là aussi, il y a eu encore une dinguerie quoi. Je veux dire, c'est rock'n'roll. Les tournages chez Tarantino, c'est vraiment rock'n'roll. Donc, Eli Roth et Omar Doom, dans la scène où le cinéma est en train de brûler, ont failli clairement perdre la vie. Donc en fait, ils avaient une structure métallique au-dessus d'eux et la température était montée jusqu'à 1500 degrés. Et s'ils étaient restés 15 secondes de plus, c'est ce que les pompiers leur ont dit quand ils sont arrivés sur le lieu du tournage, qu'ils auraient pu prendre la structure sur la tête ou voir mourir brûlés quoi. Donc ils sont ressortis qu'avec des brûlures légères et quelques bobos, on va dire, gentils. Mais bon, déjà, je pense que ça te calme parce que tu te dis que t'aurais pu y passer et puis t'as quand même des brûlures sur les bras et tout. Donc c'est quand même assez tendu les tournages chez Tarantino. Et la dernière anecdote concernant Inglourious Basterds, alors il s'agit de Diane Kruger. Donc dans une scène où elle se fait étrangler, c'est vraiment les mains de Quentin Tarantino. Donc en fait, il voulait que ça paraisse réaliste, mais vraiment encore une fois dans l'abus. Donc il lui a proposé de l'étrangler lui-même pour que ça soit vraiment bien fait. Et du coup, c'est Tarantino lui-même qui nous déclare ceci. Quand on voit quelqu'un se faire étrangler dans un film, je n'y crois jamais. Donc j'ai parlé à Diane et je lui ai dit « Voilà ce que je vais faire. Si t'es d'accord, je vais le faire moi-même et on ne fera qu'une prise. Je vais t'étrangler, te priver d'oxygène et on verra la réaction sur ton visage et on coupera. » Elle m'a fait confiance et on a obtenu un truc vraiment bon, c'était vrai. C'était cool. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait cet accent pourri américain, j'ai voulu refaire le truc. Enfin bref, c'était le gros cliché de la voix américaine de base. Enfin voilà, du coup pour dire que il est vraiment barjo, il pousse les trucs à l'extrême et c'est ce qui fait un peu, je pense, sa patte et le fait qu'on adore regarder ses films. Donc voilà, en tout cas, Quentin Tarantino est vraiment spécial et c'est un personnage à lui tout seul. Donc voilà, c'était les anecdotes de tournage de Quentin Tarantino. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était des anecdotes cool et croustillantes à vous faire partager. Franchement, c'est là qu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui est à part et qui est vraiment pointilleux, qui a le souci du détail. Et évidemment, il n'a pas fait que ses films, mais je ne pouvais pas tous les dire. Ça, c'était vraiment ses films et ceux qui ont eu le plus gros succès et marqué les esprits. Mais il a aussi été co-réalisateur ou coproducteur
d'autres films de son pote, notamment Robert Rodriguez. Il a aussi réalisé Jackie Brown ou Boulevard de la Mort, qui sont 2 films vraiment aussi à regarder. Mais voilà, et en fait, il y a une dernière anecdote que je voulais vous faire partager, mais qui est une anecdote, on va dire, plus globale, plus générale, que je ne pouvais pas mettre avant. Donc, je vais vous montrer sa déclaration et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc il y a en réalité 2 univers séparés, il y a l'univers authentique et tous les personnages en font partie, mais il y a aussi un univers cinématographique. Que ça soit Une Nuit en Enfer ou Kill Bill, ils prennent place dans un univers spécial composé de films. Donc les personnages de Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, quand ils vont au cinéma, Kill Bill est le genre de film qu'ils peuvent aller voir et ils peuvent aussi voir Une Nuit en Enfer. Donc pour être plus clair, en fait, il y a 2 univers chez Tarantino. Le réel, donc avec Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Les 8 salopards, Django, etc. Et les personnages et les films ont un lien entre eux. Et il y a l'univers, on va dire, science-fiction avec Kill Bill et Une Nuit en Enfer. Donc en fait, c'est là que vient toute, on va dire, la magie Tarantino, c'est que il s'est créé ces 2 petits univers, il s'est tapé son kiff et il a relié chaque personnage pour l'univers réel. Et je vais vous montrer et je vais vous expliquer d'où ça part. Donc déjà, Vic Vega, joué par Michael Madsen dans Reservoir Dogs, est en fait le frère de Vincent Vega, joué par Travolta dans Pulp Fiction. Donc là déjà, trop stylé. C'est un petit détail, mais c'est trop stylé. Il y a 2 ans qui séparent les 2 films. Et en fait, le premier lien se crée donc ces 2 frères dans 2 films différents. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'univers Tarantino. Et ça, franchement, je trouve que ça tue. Idem pour Jimmy Dimmick, joué par Tarantino dans Pulp Fiction. Et Larry Dimmick, joué par Harvey Keitel dans Reservoir Dogs. Donc toujours le même lien. Donc 2 ans séparent les 2 films. Hop, un lien, univers réel, donc vraiment trop stylé, là pas Tarantino. En fait, c'est un détail, mais qui est pour moi, je trouve que voilà, ça rajoute encore une corde à l'arc de Tarantino. Franchement, je trouve ça trop stylé. Et pour finir, Charlie Cox, incarné par Michael Fassbender dans Inglourious Basterds, a pour ancêtre Pete Cox, incarné par Tim Roth dans Les 8 salopards. Donc là aussi, trop stylé. Un lien entre les 2 personnages. Donc 2 époques différentes puisqu'on a un côté le western, un côté l'époque nazie et guerre mondiale, donc bien avant. Tim Roth est du coup l'ancêtre, mais du coup qui est une époque bien avant celle de Charlie Cox. Donc trop stylé, encore une fois, franchement, c'est là le petit détail qui fait tout et qui du coup montre qu'il y a bien 2 univers chez Tarantino avec des liens entre les personnages et c'est pas pour rien. Voilà la team, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez aller regarder vraiment toute la filmographie de Quentin Tarantino. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir énorme à faire cette vidéo. C'est un réalisateur que j'adore, je pense que c'est mon préféré. Donc j'avais envie d'en parler et de vraiment décrire son univers. Donc écoutez, j'espère que vous êtes régalés. On se revoit pour d'autres vidéos, pour continuer l'aventure sur cette chaîne. Et see you soon la team. Bon, c'est bon, hein, t'as retenu les conseils de Monsieur Tarantino là? Donc tu me fais le clap de fin? Allez, 3, 2, 1. Non, laisse tomber. Putain, t'as pas retenu, c'est pas possible. C'est naturel. Bon, ben j'espère que vous êtes régalés, que vous avez passé un bon moment. Je vous demande de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner juste en bas, de partager au maximum et d'aller sur mon compte Insta, NitoYTB. Salut la team, see you soon. C'est pas compliqué. Bon allez, tu me le refais? 3, 2, 1.